Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychothérapeute, psychotraumatologue et chargée de cours à l'Université de Metz et j'accueille aujourd'hui Stéphane Alix. Stéphane, bonjour. Bonjour Evelyne. Alors, je suis vraiment heureuse et très honorée que tu aies accepté cette interview parce que je pense que pour moi, tu es quelqu'un d'important. Tu es important parce que tu as libéré la parole, je pense, de beaucoup de personnes qui vivent des expériences extraordinaires comme des émis, des expériences de mort imminente, qui ont des prémonitions, qui ont des dons de médiumité, qui ont aussi des contacts avec leurs défunts, ce qu'on appelle aujourd'hui les vécus subjectifs de contact après la mort ou avec un défunt. Et je pense, si je ne m'abuse, que c'est toi et Evelyne Elsasser qui avez donné ce terme de VSCD à ces expériences. Exactement, en 2009. Et maintenant, je pense que c'est rentré dans le langage courant pour toutes les personnes qui s'intéressent à ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important. Alors, tu as participé à cette libération de la parole en créant l'INRES, donc l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Tu as aussi contribué en créant le magazine Inexploré qui parle des expériences extraordinaires dans notre quotidien. Et puis évidemment par tous tes ouvrages, alors je ne vais pas tous les citer, mais on a le test, on a La mort n'est pas une terre étrangère, après quand l'au-delà nous fait signe, lorsque j'étais un autre, nos âmes oubliées. Bah, tu les cites quasiment tous alors. Oh, il y en a encore quelques-uns. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un livre que tu viens de publier chez Albin Michel qui s'appelle Un fantôme sur le divan. Je le montre à l'écran. Et donc, perception extrasensorielle, contact avec l'invisible, expérience au seuil de la mort quand l'extraordinaire s'invite chez les psys. Alors là aussi, je te remercie pour ce livre parce que je pense que c'est important de parler effectivement d'un endroit où les personnes viennent déposer toutes ces expériences extraordinaires. Donc, dans ce livre, tu interviews 21 personnes, dont certaines très connues, comme Stanislav Grof, comme Christophe Fauré, Boris Cyrulnik, David Servan-Schreiber, Christophe André, Bruce Grayson, Toby Nathan et encore beaucoup d'autres. Et tu m'as fait le plaisir d'accepter l'invitation, donc tu en fais partie aussi, j'en suis très honoré. Et enfin, c'est surtout moi là qui suis très honorée. Alors, si je trouve que c'est si important, c'est parce que effectivement, les expériences extraordinaires que les personnes vivent sont des expériences très importantes auxquelles les gens font référence très souvent comme une expérience marquante parmi parfois les plus importantes de leur vie, comme je ne sais pas moi, la naissance d'un enfant ou la rencontre d'un partenaire amoureux. Ce sont des expériences qui viennent questionner le sens de la vie, le sens de la mort, parfois qui remettent en question les croyances des personnes. Par exemple, celles qui ne croyaient pas qu'il y avait quelque chose après la mort, parfois, hein, ce type d'expérience remet complètement en question cette perspective-là. Et donc, ils ont besoin d'aller déposer ça quelque part. Donc, je trouve que c'est vraiment très important qu'on parle aussi de ces psys qui accueillent l'invisible dans leur cabinet. Et je trouve aussi que parmi les personnes qui ont témoigné, ben, certaines s'exposent. En tout cas, quand moi j'ai fait mon coming out, que j'ai dit que voilà, je m'intéressais à ce genre de choses, il y a des gens qui se sont détournés de moi en disant je pensais enfin, que tu étais quelqu'un de scientifique. Donc aujourd'hui, c'est toujours la science qui détermine ce qu'est la science, comme c'était le cas pendant l'Inquisition, hein, où on appelait les médecins à la barre des tribunaux pour dire si les symptômes des personnes étaient des symptômes connus ou pas de la médecine, et si c'était inconnu, c'était le malin, c'était le diable. Et bien aujourd'hui, c'est un petit peu pareil si la médecine ou si la science ne peut pas répondre à certains phénomènes, expliquer certains phénomènes, ils sont considérés comme farfelus, comme sans intérêt. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on change les mentalités. Et la dernière chose que j'avais envie de dire avant de te laisser la parole, c'est que finalement, depuis des millénaires dans toutes les cultures et de tous les temps, l'invisible a fait partie du travail thérapeutique. Hein, je pense aux prêtres, évidemment, aux chamans, aux sorciers, aux rebouteux, aux druides. Et donc, dans beaucoup de cultures et de tous les temps, on a eu une personne qui est entre l'invisible
et le patient à soigner. Et donc, là, dans une perspective nouvelle qui est celle du 21e siècle, eh bien, tu parles de ça dans ton livre. Et je te laisse maintenant nous parler de ce livre. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire pour commencer? Bah, écoute, moi, j'ai envie d'être plus optimiste, en fait. Enfin, d'être optimiste et de considérer qu'effectivement, peut-être qu'il y a toujours il y a évidemment des blocages, il y a éventuellement des a priori qui sont parfois tenaces, mais j'ai le sentiment de le voir de l'extérieur, n'étant pas psy moi-même, euh, depuis que je m'intéresse à l'extraordinaire et que j'ai eu ce, ce réflexe d'aller en parler avec des psys. J'ai l'impression que dans un cabinet, en théorie, il y a un espace plus souple et moins brutal qu'il peut y avoir dans une société au sens large. Et moi, en fait, ma rencontre avec cet univers elle s'est faite avec John Mack, qui était un psychiatre enseignant à l'université de Harvard, qui est décédé en 2004, mais que j'ai eu la chance de rencontrer en 2003. Donc, on a échangé, on s'est croisé plusieurs fois pendant une année. Et John, en fait, était intéressé par les états modifiés de conscience et les différents courants qui se développaient aux États-Unis, mais c'était quand même quelqu'un de très académique, enseignant à Harvard et extrêmement rigoureux, et qui, au hasard de son cheminement, a entendu parler des gens qui prétendent être enlevés par les extraterrestres. En fait, il faisait un stage de formation en psychologie transpersonnelle avec Stanislav Grof, et il y avait une psychologue parmi les élèves qui lui a parlé de ce phénomène, le phénomène des abductions aux États-Unis. Et la première réaction de John, ça a été de dire, oh là là, mais tout ça, c'est trop pour moi, laissez tomber, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais sa psychologue a insisté, et puis elle a insisté en lui disant, mais tu devrais rencontrer peut-être une ou deux de ces personnes qui vivent ces expériences. Et c'est là où la qualité humaine d'un homme fait vraiment la différence. Et John Mack était quelqu'un d'éminemment curieux et qui ne se sentait pas en danger d'aller explorer des choses au-delà des frontières. Il avait suffisamment de stature et de professionnalisme. Donc il a rencontré un artiste peintre à New York qui s'appelle Bud Hopkins, qui était un grand chercheur sur la question des enlèvements, qu'il a mis en relation avec quelques enlevés. Et John, comme ça, a commencé à rencontrer un, deux, trois personnes vivant ce type d'expérience, enfin, racontant ce type d'expérience. Et là, à sa grande stupeur, au fil des entretiens, il s'est aperçu qu'aucune de ces grilles d'explication conventionnelles ne permettait de donner une explication satisfaisante en fait, à ce que vivaient ces gens-là. C'est-à-dire que en tant que psychiatre, il était parfaitement outillé pour identifier une psychose, une crise schizophrénique, du délire, enfin toutes les explications qu'on aurait envie de convoquer quand on entend quelqu'un vous dire bah, je suis enlevé par des extraterrestres toutes les nuits ou deux fois par semaine. Et, et plutôt que de basculer dans un scénario tout construit, comme on aime à le faire souvent, plutôt que de basculer en disant, bah voilà, c'est la preuve que les extraterrestres sont là, qu'ils enlèvent des gens, ils viennent de telle planète ou je ne sais quoi, il s'est dit, moi je suis psychiatre, et dans mon rôle de psychiatre, je peux déjà attester d'une chose, c'est que ces gens-là ne sont pas fous. Après, vous vous débrouillez avec ça. Et moi, j'ai trouvé cette posture absolument extraordinaire. Enfin, c'est vraiment une des grandes rencontres de ma vie, hein, cet homme. Et je l'ai rencontré donc en septembre 2003. J'ai pu passer du temps avec lui aux États-Unis et j'ai pu rencontrer certains de ses patients. Et je m'intéressais depuis quelques temps en fait à l'extraordinaire, mais de façon un peu brouillonne, de façon un petit peu amateur. Mon frère était décédé dans un accident de voiture 2 ans auparavant, donc ça avait commencé à me faire envisager peut-être de changer d'activité. J'étais reporter de guerre, journaliste d'investigation. Je voulais peut-être aller me plonger sur d'autres espaces où j'aurais pu justement travailler sur la question de la vie après la mort notamment. Et, et en fait, en tant que journaliste, au début de mes investigations, j'allais spontanément voir des chercheurs, des scientifiques, et je m'apercevais que sur des questions comme la question de la conscience ou la question de l'origine de la vie dans l'univers, où l'outil scientifique en lui-même, il est quand même assez limité. Alors, il est formidable. Il permet déjà d'explorer la réalité d'une façon
d'une façon inédite, mais devant les grandes questions qui sont les questions que moi, en tant que journaliste et que je pense beaucoup de gens se posent, bah, on est obligé d'arriver un peu aux limites. Et souvent, quand on arrive aux limites, on aurait tendance à vouloir se dire, bon, bah, là, j'ai envie de croire à quelque chose, donc je bascule dans un autre registre, je bascule dans la croyance. Mais si on veut rester vraiment rationnel, vraiment scientifique, vraiment ancré, on arrive un peu à une sorte de plafond de verre. Et c'était extrêmement frustrant. Et en rencontrant John Mack, j'ai eu l'impression qu'il était possible de traverser ce plafond de verre. Non pas en basculant dans la croyance ou en basculant dans une forme d'adhésion irrationnelle, mais en poursuivant le questionnement très cartésien dans un espace plus large, plus souple. Voilà, quand un, quand un type rencontre un physicien et lui dit j'ai été enlevé par les extraterrestres, ils m'ont décrit ma planète, le physicien il est très rapidement à court d'outils pour travailler sur ce dossier. En revanche, quand ce même témoin rentre chez John Mack ou chez un autre psy et qui commence à lui raconter ses expériences pendant 1 heure, 2 heures et puis plusieurs séances, il a la possibilité de déployer vraiment l'entièreté de son vécu subjectif sans qu'il lui soit opposé à un moment je ne vous crois pas ou c'est pas vrai. C'est pas le rôle du psy. Enfin, c'est ce que m'a expliqué John Mack et ce que d'autres m'ont expliqué, dont toi notamment dans ce livre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que pouvoir écouter quelqu'un sans a priori, mais avec quand même des outils cliniques pour ne pas se laisser embarquer dans un délire, ne pas se laisser posséder par son patient, mais en l'écoutant vraiment avec une grande ouverture, bah, ça permet d'en écouter un longuement, d'en écouter un deuxième longuement, un troisième, etc. Et au bout de 10, 20, 30, 40 témoins qui vous racontent le même type d'expérience extraordinaire, il commence à se dégager quelque chose de, 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 de fort. On commence à voir émerger des constances, des similitudes. On commence à voir se renforcer en fait la nature d'un phénomène. Ça ne le rend pas réel immédiatement pour autant, mais enfin, ça bouscule quand même tous nos repères. Et j'ai trouvé que cette approche de John Mack enfin, elle m'a tellement impressionné par à la fois sa rigueur et sa potentialité que ça m'a vraiment inspiré. Et quelques années après, de retour en France, en fait, j'ai voulu recréer avec l'INRES ce que John Mack avait créé à Harvard. Il avait, à côté de son enseignement, il avait créé une structure d'accueil et d'écoute des expérienceurs d'abduction. Et l'INRES s'est vraiment inspiré de son travail, c'est-à-dire je voulais rassembler en France des psys qui s'intéressent à l'extraordinaire au sens large, pas seulement les abductions, mais tout, pour faire mieux connaître les outils cliniques existants et puis surtout expliquer et partager ce qu'une écoute sans a priori permet d'acquérir comme information. Et comme tu le disais en introduction, ces expériences, qu'il s'agisse d'expériences de mort imminente, de vécu subjectif de contact avec un défunt, d'expériences de rencontre avec des entités non humaines, enfin, toutes ces catégories d'expériences, elles bousculent nos repères, elles bousculent notre vision du monde. Donc, à partir du moment où ce n'est pas de la folie, à partir du moment où ce n'est pas la production d'un dysfonctionnement cérébral, cognitif ou de pathologie connue, bah, c'est autre chose. Et si c'est autre chose, moi j'aime bien les qualifier d'anomalies. J'aime bien ce terme parce qu'il est vraiment utilisé en sciences et en philosophie des sciences pour désigner des phénomènes qui ne devraient pas se produire et qui pourtant se produisent. Bah voilà peut-être à travers toutes ces expériences extraordinaires les anomalies qui vont nous permettre de dégager ou de comprendre la réalité de demain et un modèle théorique plus large demain qui pourra les intégrer. Et dans ce sens-là, j'ai vraiment eu le sentiment que toi et les autres personnes qui sont dans le livre, et puis tous les psys que j'ai pu rencontrer depuis une vingtaine d'années, sont, dès lors qu'ils sont dans cette ouverture d'esprit et dans une volonté d'exploration, vous êtes vraiment des explorateurs et des sentinelles qui vous trouvez devant la frontière d'un nouveau monde et qui êtes peut-être les plus outillés pour faire de la science sur le témoignage subjectif. Chose que la science nous dit impossible. Non, non, c'est subjectif, c'est du blabla, c'est des témoignages, on ne peut pas mettre ça au laboratoire. Bah si, vous êtes le laboratoire de l'extraordinaire dans l'écoute et dans le cadre clinique que vous proposez et que vous permettez de déployer. Oui, mais quand même beaucoup de psy encore restent assez frileux ou même fermés parce que moi je forme des psys. Alors tu as plein de psys qui sont intéressés, mais tu en as quand même qui disent oui, mais c'est l'inconscient, enfin, qui essayent de garder en fait les cadres
théoriques dans lesquelles ils sont. C'est parfois difficile de sortir de son cadre. Alors, là où je te rejoins, c'est que finalement, les psys, c'est leur job, c'est d'explorer la conscience d'une certaine façon déjà, et donc c'est de repousser les limites et d'aller un peu plus loin dans tout ce qui est voilà, exploration de la conscience. Et tout ce que tu as dit, moi, me fait penser à une phrase de Milton Erickson qui dit, il ne faut pas avoir un esprit critique, il faut avoir un esprit ouvert, pas un esprit critique. Ouais, donc voilà, je crois que cette ouverture ne veut pas dire, comme tu dis, qu'on adhère complètement à 100% aux martiens ou 100% à l'inconscient, mais qu'il y a une ouverture. Et comme tu dis, c'est en observant, en écoutant, qu'on peut faire avancer les choses parce que des fils rouges vont se dégager. Dans tous ces 21 chapitres, dis-nous, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, qu'est-ce qui t'a interpellé, voilà, quels sont pourquoi tu as choisi ces 21 personnes, donc peut-être tu vas pas nous parler des 21 personnes, mais quelques-unes comme ça, voilà, quelque chose s'est passé pour toi, où tu as soit appris, soit été étonné par quelque chose. Ah bah, très souvent, j'ai été surpris. Les psys, par exemple, comme Boris Cyrulnik ou Christophe André, qui sont pas connus a priori pour s'intéresser à l'extraordinaire, je suis allé les voir pour leur demander s'ils avaient été témoins dans leur pratique de ces phénomènes. Et à ma grande surprise, en fait, j'ai pas rencontré un seul psy qui m'a dit non, non, j'ai jamais rien vu de quoi que ce soit. Tous les psys, effectivement, ont eu à un moment ou à un autre, de façon plus ou moins intense, pour certains, c'est très, très ponctuel, pour d'autres, c'est vraiment plus manifeste, la manifestation de phénomènes qualifiés d'inexpliqués. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, après, dans le décours d'une consultation, quand ça t'intéresse pas spécialement, quand tu fais pas vocation de recherche dessus, tu entends cet extraordinaire. Et puis, chose que m'a dit Christophe André, quand je lui demandais mais comment faites-vous la différence entre un phénomène réel et un phénomène imaginaire? Et il m'a dit, mais moi, je me pose pas la question en ces termes. Et d'ailleurs, beaucoup m'ont dit la même chose. J'essaie de savoir s'il y a de la souffrance ou s'il n'y a pas de souffrance. S'il y a de la souffrance, ben, mon but et mon travail, c'est d'essayer d'y répondre. S'il n'y a pas de souffrance, cette expérience, elle n'a pas de caractère, comment dirais-je, il n'y a pas d'urgence que je me plonge dessus, sauf un intérêt personnel. Donc, et c'est là où, pourquoi pas, ça peut même devenir une ressource. Donc, après, j'ai été plus marqué en fait par les gens qui sont vraiment des gens comme moi, pas du tout ouverts à ça, comme je l'étais avant de perdre mon frère, et qui, à cause de quelque chose, d'un accident, d'une rencontre, vraiment basculent dans la prise en considération de l'importance de ce phénomène. Et tu fais partie de ces quelques psys dans le livre qui ont ce chemin-là. J'étais marqué par ton côté très ancré, très normal, très psychologue. Et puis, à force de voir des choses se passer bizarres dans ton cabinet, tu t'es dit, mais il y a vraiment quelque chose d'important derrière. C'est le cas aussi de David Servan-Schreiber, qui a été que j'ai côtoyé plusieurs années, qui a été un des soutiens à la création de l'INRES. Voilà, David a été diagnostiqué d'un cancer au cerveau très jeune. Il a vécu avec 20 ans avec. Donc, depuis ce moment-là, la mort est devenue quelque chose de présent au quotidien parce que voilà, son pronostic vital était engagé à très peu de temps, en fait, même s'il a vécu 20 ans, il a vécu 20 ans de sursis d'une certaine manière. Donc, ça l'a amené, de par la force des choses, à s'intéresser à la mort. Ça l'a amené à s'intéresser aux expériences de mort imminente, notamment. Et je sais que pour lui, les récits d'expériences de mort imminente ont été une ressource énorme dans son parcours de patient, plus en tant que psychiatre, neuropsychiatre, mais en tant que patient, parce que ça a vraiment ouvert une porte vers lui, une porte, pardon, vers ce qui allait se passer peut-être pour lui après. Et il était dans le doute, mais comme le sont beaucoup de gens, il était dans le questionnement, dans la curiosité, mais il a été frappé assez rapidement en se penchant un peu sérieusement sur le sujet, sur le fait que ces expériences ne sont pas réductibles juste à un pet au casque ou un dysfonctionnement cérébral. Il a assez rapidement compris que ces expériences avaient lieu en dehors du cerveau et qu'elles nous parlaient peut-être une dimension spirituelle de l'être humain. Et chez David, j'ai vraiment observé ce que j'ai observé en moi aussi, c'est-à-dire une longue période de combat intérieur entre une exigence de sérieux, de rationalité, de validation scientifique. Pour lui, pour moi, c'est journalistique.
et en même temps la force des témoignages qu'on entendait, la force des transformations qu'on voyait à l'œuvre chez les gens qui avaient vécu ces expériences. Et, et ce combat intérieur, voilà, il y a un jour, il y a le psychiatre ou le journaliste qui dit non, non, mais malgré tout, ça peut quand même être dû à quelque chose qu'on n'aurait pas détecté dans le cerveau. Et puis le lendemain, on entend un témoignage où on rencontre quelqu'un qui a vécu un arrêt cardiaque et qui a vécu une expérience transformatrice et qui décrit ce qui s'est passé dans le bloc opératoire pendant qu'il était vraiment en arrêt cardiaque. Et là, je ne sais pas où on va trouver une explication neurologique, mais c'est vraiment essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc voilà, David et puis d'autres dans le livre aussi montrent vraiment ce qui pour moi est une richesse. Euh, Même si ça a un côté borné parfois, le fait de vouloir continuer à douter jusqu'à ce qu'on ait des éléments vraiment convaincants, ça permet quand même d'élaborer, ça permet de réfléchir, ça permet d'exercer une forme d'intelligence et d'exigence par rapport à cet extraordinaire. On est à un moment de bascule, je pense, enfin un moment de bascule qui traîne en longueur depuis des décennies, qui durera peut-être encore quelques décennies, entre une vision du monde inspirée de la théorie newtonienne qui, malgré la physique quantique, continue à imprégner notre inconscient collectif. Et on n'a pas encore cette théorie de la conscience. On ne sait pas ce que c'est. Tout le monde maintenant s'accorde plus ou moins à dire que c'est un mystère et qu'a priori, même s'il y a un lien évident avec le cerveau, ce n'est pas forcément un lien de causalité. Moi, j'ai été estomaqué de rencontrer des neuroscientifiques les plus mainstream possibles, dirigeants des grands laboratoires, disant bah, en fait, on n'est même pas sûr que le cerveau fabrique la conscience. Peut-être que la conscience est d'une complète autre nature. Mais on est sans théorie. On est sans théorie. Donc on pose des hypothèses. On a la plus grande difficulté à valider ou à invalider ces hypothèses. Donc dans cette longue période de transition, moi je préfère la posture de gens comme David Servan-Schreiber, comme toi ou comme la plupart des gens dans le livre, qui sont dans une volonté de ne pas jeter à la poubelle notre science, notre rationalité, nos outils cliniques, pour vraiment essayer de bâtir ensemble quelque chose qui puisse faire consensus. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement la personne qui a une révélation et qui est sûre de son fait et qui a l'impression d'avoir tout compris sur tout, mais qui ne peut pas partager ça avec quiconque, parce qu'elle a peut-être raison, mais elle a peut-être tort aussi, on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage. Ce qui m'intéresse, c'est de réussir à construire ensemble, au niveau de la société, une, une appréhension commune de ces phénomènes de la conscience. Ça m'intéresse de tisser des passerelles entre différents domaines en tant que journaliste pour mettre en évidence justement la phénoménologie de cette conscience qui est profondément mystérieuse, parce qu'elle l'est, mais j'ai envie de le faire sérieusement. Voilà. Et c'est aussi ce que je trouve chez ces 21 femmes et hommes que j'ai interviewés dans le livre, qui tous et toutes à des degrés divers, avec plus ou moins d'expertise, ont voulu aussi avancer dans cette exploration des dimensions spirituelles de la conscience, tout en le faisant dans un cadre clinique qui est le leur et qui est quand même, tu vois, si on part d'histoires de fous, si les extraterrestres, la vie après la mort, tout ça, c'est des histoires de fous, bah, qui mieux qu'un psy peut nous dire si oui ou non c'est une histoire de fou ou pas. Et quand tu les interroges et qu'ils te disent bah non, c'est pas des histoires de fous, bah moi je trouve ça extraordinairement excitant. Oui, effectivement, toutes ces personnes qui ont des expériences extraordinaires, elles seraient très nombreuses à être folles sur Terre. Je pense qu'il y aurait beaucoup de fous sur Terre. Effectivement, les personnes qui ont des contacts avec les défunts, l'expérience de mort imminente, sont des personnes tout à fait normales, qui n'ont pas de psychose, et que ça ébranle. Et comme on l'a dit en début d'entretien, qui n'osent en général pas parler de ça à n'importe qui. Hein, parce que parfois les gens disent oui, mais les gens racontent ça pour se rendre intéressant. Mais peut-être certaines personnes, effectivement, il y a peut-être un ou deux psychotiques, une ou deux personnes qui veulent qu'on parle d'elles, mais la plupart des gens qui vivent ce genre d'expérience sont très discrets sur la chose. Et quand ils commencent à en parler, c'est qu'ils ont déjà eux-mêmes cheminé longuement par rapport à ça et souvent au contact d'autres personnes, que ce soit des psychologues ou des personnes qui ont vécu le même genre de choses. Hein. Parce que donc on dit soit qu'ils sont fous, soit effectivement que ce sont des petits marginaux qui veulent se faire remarquer. Et c'est pas du tout ce que les psys ont comme impression, ou justement parfois pour la première fois, les gens viennent déposer chez le psy
des expériences dont ils n'ont jamais osé parler. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé aussi, vraiment dès le début. C'est-à-dire qu'avant de m'intéresser à ces sujets, comme sans doute beaucoup de gens, je me disais que si quelqu'un racontait une histoire incroyable de rencontre d'extraterrestres ou je ne sais quoi, ou de vision de fantômes, c'était forcément soit effectivement qu'il était psychotique, fou, soit qu'il avait un intérêt à raconter des histoires comme ça, comme un mythomane. Et en fait, ma confrontation avec des témoins, et puis ensuite les entretiens, les discussions que j'ai pu avoir avec des psys, m'a vraiment montré exactement l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des témoins que j'ai rencontrés, plus l'expérience est incroyable, moins ils veulent en parler, parce que plus ils ont la certitude qu'ils vont être pris pour des fous, ça va compliquer leurs relations professionnelles et sociales, ça va compliquer leur vie, donc ils gardent ça en silence. Donc c'est effectivement le modèle complètement inverse de ce qu'on présuppose. Euh, ce sont des gens voilà, qui ont pas envie de partager ça. Et c'est d'autant plus stupide et idiot de considérer, de continuer à considérer qu'il faille pas entendre ces récits, que ça peut parfois être des ressources. Moi, j'ai été frappé, même, par exemple, sur les expériences de mort imminente, alors que ça fait plus de 40 ans qu'on a des récits qui s'accumulent et ça se compte aujourd'hui par millions, encore aujourd'hui, à notre époque, en 2022, dans un couple de personnes jeunes, une personne ayant vécu une expérience de mort imminente et le conjoint n'ayant pas vécu, ils n'osent pas en parler. Je trouve ça atterrant. Je trouve ça atterrant. Donc ça veut bien dire que ces phénomènes, même si effectivement on a l'air de se dire qu'aujourd'hui on les connaît mieux, on a diffusé de l'information dessus, il y a des documentaires, malgré tout, quand ça continue à vous arriver personnellement, on est entouré de silence, on s'enferme soi-même dans une citadelle de silence. Et, c'est vraiment dommage parce que ça peut, comme j'ai dit, ça peut être vraiment des ressources importantes dans un parcours de vie. Une expérience de mort imminente, c'est une expérience psychospirituelle potentiellement extrêmement transformative. C'est pas un truc magique, on a eu une baguette magique, on a vu la fée et tout d'un coup la vie est lumineuse. C'est un moment qui nous reconfronte peut-être à une chose essentielle qu'on a oubliée depuis notre naissance et qui peut peut-être parfois même venir bousculer la façon dont on a construit notre existence, si on a pris une voie qui s'est éloignée de nos aspirations profondes. Bon, bah ça, il faut l'accompagner parce que tout seul, on va être vraiment, vraiment déboussolé par rapport à ça. Les VSCD, les expériences de vécu subjectif de contact avec un défunt, enfin, tu le sais mieux que moi, sont pas non plus des espèces de gommes qui vont effacer le deuil et puis tout d'un coup, tout est génial, mais c'est des épisodes, des expériences qui peuvent orienter le deuil différemment, apporter des éléments d'apaisement temporaire dans un parcours difficile. Et l'autre présupposé que j'avais, euh, vraiment en ignorant complètement le travail de psy, c'était de me dire que si quelqu'un raconte quelque chose de bizarre et qu'on l'incite à aller dans cette direction-là, ça va être négatif pour lui. Sous-entendu, il faut vraiment sortir les gens de leur délire pour leur faire du bien. Et en fait, je me suis aperçu que ça, c'était aussi une idée déconstruite qui est assez rapidement comment dire, identifiable par un psy qui va se rendre compte très vite de quelqu'un qui est dans une espèce de psychose, de délire et qui va montrer tout un tableau clinique de dysfonctionnement qui incite effectivement le psy à être prudent, ou au contraire, quelqu'un qui va raconter une truc bizarre. J'ai vu mon fils alors qu'il est mort, j'ai vu une lumière dans le ciel ou je ne sais quoi, qui va arriver sur un terrain complètement normal. Donc cette expérience va être traitée très très différemment, que ce soit dans un cas ou dans un autre. Et, et toutes les expériences qui sont en lien de près ou de loin avec la mort, la fin de vie, la question du deuil, euh, sont, euh, sont des graines prodigieuses de cheminement. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, plusieurs des entretiens dans le livre, dont le tien, sont focalisés sur cette question du deuil et des expériences liées pendant le deuil, parce qu'elles sont précieuses, elles arrivent à beaucoup plus de gens qu'on imagine. Et, et laisser ces gens dans la solitude au prétexte que c'est pas censé être possible, c'est stupide et c'est irrespectueux. C'est irrespectueux de la réalité de ces expériences, en fait.
Alors effectivement, tu as rencontré des thérapeutes et dans le mot psychothérapeute ou psychologue, mais on a évidemment cette dimension de soigner, de thérapie. Je pense que sans souffrance, ces expériences particulières peuvent aussi apporter du mieux-être, même sans souffrance au départ. Et on voit ça aussi avec les psychédéliques aujourd'hui, hein, des personnes qui utilisent les psychédéliques, mais plutôt dans l'exploration de la conscience, qui vont vraiment se développer leur personnalité, même s'il n'y avait pas une souffrance à la base, c'est-à-dire que leur demande n'était pas une demande de psychothérapie, mais une demande plus d'élargissement de la conscience. Et je voudrais aussi relever quelque chose, c'est en fait, tu parles de la psychose, et en effet, on peut avoir des gens qui délirent et qui sont psychotiques et qui nous racontent des choses bizarres. Et donc, je trouve que c'est important que les personnes qui accompagnent soient des personnes formées. Et si je le dis, c'est parce que notamment tout ce qui concerne aujourd'hui les nouveaux chamans, les psychédéliques avec les citeurs, donc ceux qui accompagnent les personnes sous psychédéliques, parfois ils ont fait 4 jours de formation pour être chaman, ou même pas du tout, hein, ils se sont intéressés à ces substances et du coup, ils accompagnent en disant, oh, de toute façon, ça peut pas faire de tort. Et là, je pense que la formation des thérapeutes est importante pour accompagner ces expériences si particulières, parce qu'effectivement, il faut faire la différence entre ce qui est de la psychose et ce qui ne l'est pas. Et puis, parce que, comme on l'a dit, ce sont des expériences qui sont terriblement bouleversantes et qui ont des effets d'identité, c'est-à-dire ça va changer parfois l'identité profonde de la personne. Hmm. Écoute, j'ai effectivement, dans le livre, il y a des entretiens avec plusieurs psys qui ont une expérience du mariage, des enseignements chamaniques, enfin pas des enseignements, mais des expériences chamaniques avec la thérapie occidentale. Il y a le plus éminent, c'est évidemment Stanislav Grof, qui est ce psychiatre d'origine tchèque, qui a travaillé avec le LSD dans les années 50 et 60, notamment dans des centres de recherche aux États-Unis et puis qui, toujours aux États-Unis, pour la poursuite de sa carrière, a développé la respiration holotropique, qui est une technique d'induction d'état modifié de conscience qui essaie de copier un petit peu l'état induit par le LSD pour justement pouvoir travailler au plan thérapeutique. Euh, et il y a Martine Jerko aussi, qui est une psychologue clinicienne, psychanalyste, qui a une très très longue expérience de ces médecines et de ces pratiques. Moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai découvert le chamanisme et l'ayahuasca en partant au Pérou il y a une quinzaine d'années. J'ai fait de nombreux voyages là-bas, de nombreuses expériences, et j'ai eu aussi la chance de découvrir ce que tu évoques, c'est-à-dire les thérapies assistées par psychédéliques avec des psychothérapeutes ou des psychologues, enfin des gens formés à ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est presque le jour et la nuit. Alors, ce n'est pas des expériences de même nature. L'expérience chamanique a son cadre propre et son cheminement propre. Et les chamans ne sont pas des psychothérapeutes, ils ne se présentent pas comme des psychothérapeutes. Donc, il y a peut-être un malentendu énorme à s'imaginer qu'en partant au Pérou, on va aller voir un docteur alors qu'on va voir un sorcier, un intercesseur en fait entre les mondes invisibles et notre monde visible. Alors qu'effectivement, les puissants états modifiés de conscience qui sont induits par ces substances sont effectivement des états qui nous mettent en relation avec un monde invisible, avec un monde des esprits, mais c'est aussi des états qui nous mettent en relation avec notre monde invisible inconscient de notre intérieur. Et ça peut vraiment être plus que déstabilisant, plus que remuant, plus que secouant. Et on peut revenir, et ça m'est arrivé, moi, de revenir d'Amazonie très, 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 très déstabilisé, très déconstruit, très fragile, parce que voilà, j'avais ouvert des portes sans forcément savoir vers quoi elles menaient, sans forcément savoir ce qu'il fallait que je fasse après. Ce travail d'intégration et j'avais personne avec qui le faire. Et ma découverte de la thérapie assistée en Occident avec des thérapeutes a été prodigieuse parce que l'expérience reste la même en termes d'intensité, en termes de confrontation avec le monde invisible extérieur et intérieur. Mais ensuite, il y a vraiment un travail colossal d'accompagnement, d'intégration des émotions, du matériel inconscient qui remonte. Et dans mon cas, le matériel inconscient était notamment des mémoires d'abus sexuels que j'ai vécu dans l'enfance, qui étaient tellement enfouis et tellement dévastateurs que si je n'avais pas été dans les mains d'une thérapeute, Lénie, dont je parle dans mon livre Nos âmes oubliées, j'en serais peut-être pas revenu. J'aurais été peut-être totalement ravagé par cette mise en lumière. Ou alors mon inconscient
continuer à me cacher les choses pour éviter justement cette mort psychique. Je ne sais pas. Mais ce que tu dis est pour moi essentiel. Ce sont des outils de la petite expérience que j'ai pu avoir qui sont d'une puissance absolument formidable. Mais c'est comme un scalpel. Si tu me donnes moi un scalpel, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Si tu le donnes dans les mains d'un chirurgien expérimenté, il va pouvoir faire une transplantation cardiaque. Et je pense que les psychédéliques, que ce soit les champignons à psilocybé, le LSD, la MDMA, sont des outils de la puissance d'un scalpel le plus affûté qui soit, et que dans un cadre thérapeutique qui est malheureusement encore illégal dans beaucoup d'endroits, mais il y a des petites choses qui s'ouvrent en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, qui peut permettre des parcours thérapeutiques d'une puissance extraordinaire. On n'est pas dans la magie, encore une fois. Enfin, tu le sais aussi bien que moi, mais c'est pas oh là là, je suis dépressif, je pars voir un psy, je prends ma pilule et hop, ça y est, la vie est rose. Mais c'est des leviers thérapeutiques qui sont d'une telle puissance que j'espère vraiment que les recherches vont se poursuivre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont menées et qu'elles vont donner lieu peut-être à au moins la libéralisation et la légalisation de ces substances, au moins dans un cadre thérapeutique, pour que ceux qui en ont besoin puissent en profiter. Parce qu'il y a des thérapies psychocorporelles qui existent et qui sont accessibles en France, en Belgique, en Occident, aux États-Unis. Elles sont puissantes, parfois elles sont efficaces, mais c'est vrai que la médecine psychédélique a quelque chose de spécifique en elle qui serait un vrai gâchis si elle ne pouvait pas être utilisée comme elle le mérite. Oui, tout à fait. Je pense que il y a encore beaucoup de dépression résistante, d'alcoolisme, toxicomanie, de troubles obsessionnels compulsifs, même de stress post-traumatique qui résistent à beaucoup de traitements et de thérapies et qui visiblement peuvent, en tout cas dans certains cas, trouver une issue favorable avec les psychédéliques. Et pour en revenir à ton livre, qu'est-ce que tu as encore envie de nous dire pour donner envie au lecteur d'acheter ton livre? Qu'est-ce que tu dirais euh, de ce livre? Ah, écoute, moi, ce que j'ai voulu faire dans Un fantôme sur le divan, c'est vraiment rassembler plein de professionnels de santé d'origine et de tradition, enfin pas de tradition, mais d'origine différente. C'est-à-dire il y a aussi bien des gens qui ont entendu parler de l'extraordinaire comme ça de façon très très ponctuelle chez quelques patients et que ça a intrigué, voilà, sans que ça ouvre à plus de travail en profondeur, mais ils témoignent de leur surprise, de leur questionnement. Ils témoignent en fait de la prévalence de cet extraordinaire. Quand je parle d'expérience extraordinaire, ce livre montre que c'est pas juste réservé à trois psys bizarres qu'on fumait la moquette dans un coin. C'est vraiment un phénomène qui imprègne notre société et parfois qui peut conduire les gens qui les vivent à des situations de détresse ou de souffrance, qui les conduit chez des psys. Et les psys, quels qu'ils soient, quel que soit leur background, quel que soit leur parcours, vont à un moment ou à un autre de leur parcours être confrontés à ce type d'expérience. Et puis, j'ai voulu aussi réunir dedans les gens comme Bruce Greyson, qui est un des pionniers, il est psychiatre, enfin, aujourd'hui il est à la retraite, mais il était psychiatre et il dirigeait le service de psychiatrie de l'Université de Virginie et à ce titre, il s'est intéressé aux expériences de mort imminente et il y a consacré 40 années de sa vie. Ou Stan Grof, voilà, qui découvre le LSD dans les années 50 à Prague pendant un essai clinique et qui émigre aux États-Unis, collabore à tous les programmes de recherche les plus passionnants autour de ces substances, et puis après son interdiction, qui continue à travailler parce que ça lui a permis d'explorer les dimensions invisibles de la conscience. Il a développé avec Abraham Maslow, ils ont trouvé le terme de psychologie transpersonnelle pour justement qualifier cet espace psychologique qui semble complètement dépasser le simple individu biographique que nous sommes. On n'est pas seulement constitué de notre inconscient individuel, mais on est visiblement le terrain de rencontre de beaucoup de forces, des forces de l'inconscient collectif, des archétypes, des mémoires de vie antérieure, d'autres mondes, que sais-je. Enfin voilà, on est vraiment un carrefour de rencontres. Et Stan a développé et a apporté une pierre énorme à l'édifice de la modélisation de cette psychologie transpersonnelle. Son entretien est génial. Il y a Charles Tart,
Charles Tart, c'est un des plus vieux parapsychologues encore en exercice aujourd'hui. Il a publié Altered State of Consciousness en 1969, donc c'est dire si son intérêt pour les sujets remonte. Et avec lui, je fais justement un petit peu le point sur ce que la parapsychologie a à dire de ces expériences extraordinaires. C'est pas juste complètement uniquement du subjectif. Il y a quand même prise il y a quand même la capacité à mettre en œuvre des mécaniques et des programmes d'études scientifiques sur cet extraordinaire. Quand il s'agit d'expériences de proménition, quand il s'agit d'expériences d'hypersensibilité, de clairvoyance, la science a travaillé dessus et a apporté des éléments qui confirment la réalité de ces phénomènes. Donc ça, j'en parle avec Charles Tart. Il y a Toby Nathan, qui est un des pionniers de l'ethnopsychiatrie, voilà, qui considère que les modèles psychiatriques doivent peut-être s'adapter au contexte culturel et qu'on ne va pas soigner une dame de Clermont-Ferrand de la même manière qu'un monsieur à Bamako. Voilà, j'ai l'impression dans ce livre de montrer l'immense panorama des regards différents qui se portent tous sur l'extraordinaire et qui ont tous en commun de dire ça existe, c'est là. On ne sait pas ce que c'est bizarre. Certains d'entre nous ont exploré plus avant et peuvent tirer certaines conclusions, mais c'est là, c'est une réalité. Voilà, c'est devenu complètement irrationnel de dire non, non, c'est juste dans la tête ou ça sert à rien ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est vraiment, ce livre vraiment a vocation à montrer la normalité de ces phénomènes que l'on qualifie de paranormaux. Et, et surtout, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis résolument optimiste par rapport à l'intérêt que peuvent porter les gens sur ces phénomènes. Et j'ai le sentiment d'être à un poste d'observation où je vois plein de gens que ça intéresse, plein de gens qui sont ouverts à ces questions-là, mais qui n'osent pas le dire. Ou qui n'osent pas le dire à leurs proches, qui n'osent pas en parler publiquement. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, je lance cette idée que tous les gens que ça intéresse mettent sur leurs réseaux sociaux, sur leur site professionnel, le hashtag j'accueille l'extraordinaire. Ça veut pas dire grand-chose. Ceux qui seraient éventuellement critiques ne comprendront pas de quoi il s'agit. Mais l'objectif de ce hashtag, surtout pour les psys, c'est que vous soyez ultra expert dans un domaine où que vous n'y connaissiez rien, pardon, au moins, ça vous intéresse, vous êtes ouvert. Et si quelqu'un a besoin de consulter dans votre région parce qu'il a vécu un deuil avec un VSCD, parce qu'il a vécu une expérience de mort imminente et qu'il ne sait pas vers qui se tourner, en allant sur le listing des psys de son coin, il va voir celui ou celle qui aura indiqué j'accueille l'extraordinaire et au moins il saura qu'il y aura une écoute bienveillante. Ça ne veut pas dire que le psy doit être formé ou avoir suivi un cursus, mais au moins simplement qu'il est ouvert. Et ça, c'est déjà une bouée extraordinaire, c'est déjà c'est radicalement aidant, je pense, pour les personnes qui vivent ces expériences. Je rappelle le chiffre, hein, plus de 50% des gens en deuil vivent un VSCD. Donc ça fait, rien qu'en France, plus de 300 à 400 000 personnes chaque année qui vivent ça. Des gens qui, pour parfois, sont pas très sûrs, c'est un peu subtil, c'est pas vraiment... ça n'a pas vraiment été très tangible, mais c'est intriguant. Et puis pour d'autres, où c'est beaucoup plus intrusif, il y a vraiment l'impression de l'apparition de la personne défunte dans la chambre à coucher, ou la sensation de toucher, ou que la personne se couche dans le lit. Donc les gens qui traversent des périodes de deuil sont plus enclines peut-être que d'autres à aller consulter pour se faire accompagner de façon conventionnelle sur ce parcours-là. Si en plus elles ont vécu un VSCD et si en plus le psy l'a marqué j'accueille l'extraordinaire, ça va créer un espace de discussion nouveau, différent. Le psy va oser entendre et le patient va oser en parler. Et ça, moi, je peux te garantir que c'est attendu, que c'est important et que ça peut être vraiment précieux dans ce parcours. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on l'imagine qui attendent qu'on puisse en parler normalement de ces phénomènes, en fait. Ah, ça, je suis persuadée. Je trouve que ton hashtag est génial. Et il me fait penser d'ailleurs à un LGBT friendly, hein, donc le fait d'être ouvert. Et ça veut dire que les personnes qui ont ce logo donc amical vis-à-vis de tout ce qui est LGBT, lesbienne, gay, transgenre, etc., eh bien, ça veut dire qu'elles savent qu'elles vont avoir une écoute bienveillante. Ça ne veut pas dire que le psy ne va pas faire des erreurs, mais au moins elles sauront que si le psy fait une erreur, c'est pas volontaire, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de blessant. Et donc je pense que
avec ton hashtag, ça ne veut pas effectivement dire que les gens qui vont accueillir, les psys qui vont accueillir savent tout ou maîtrisent le sujet, mais au moins les personnes savent qu'elles peuvent parler à cœur ouvert sans devoir se restreindre. Donc ça, je trouve que c'est énorme. Exactement, c'est vraiment ça. Et c'est pas uniquement réservé aux gens qui estimeraient connaître les phénomènes. Il y a pas nécessité à les connaître. Juste comme tu le dis, effectivement, être ouvert, on fera peut-être des erreurs, on dira peut-être des bêtises, mais au moins on est ouvert. Donc ça crée un climat complètement différent dans la consultation. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on vient de rééditer le manuel clinique des expériences extraordinaires chez Duno, chez Interédition. C'est le manuel qu'on avait édité au début de la création de l'INRES, qui est un ouvrage collectif rassemblant une trentaine de psys, dont Stan Grof et Grayson et d'autres. Et là, c'est un ouvrage qui va beaucoup plus à fond dans la description clinique des différents phénomènes et les différentes propositions d'outils et d'accompagnement thérapeutique qui peuvent les accompagner. Donc cet ouvrage, il vient d'être édité, il est publié depuis quelques jours chez Interédition. Et pour les psys que ça intéresse, ça peut être un complément d'information plus détaillé que le partage d'expériences qu'il y a dans Un fantôme sur le divan. Oui, tout à fait. C'est une Bible, hein, donc je pense que c'est intéressant de l'avoir avec soi, cet ouvrage. Et alors, ce que tu dis, donc d'une part, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de patients qui sont en attente. Et c'est vrai que moi, par exemple, je vois dans mes formations qu'il y a des gens qui sont, comme je dis, très frileux et d'autres qui sont intéressés, mais je les préviens tous qu'ils vont, s'ils ont un peu d'ouverture, un peu de sensibilité, qu'ils vont être confrontés à ce genre de phénomène. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et comme j'enseigne principalement l'hypnose et que j'interviens aussi à l'Institut français de EMDR dans des séminaires en EMDR, ben, ce sont deux techniques dans lesquelles des choses extraordinaires viennent sans que les patients le veuillent, sans qu'ils s'y attendent, sans qu'ils y croient, hein, pour reprendre ce terme souvent utilisé, sans que le psy y croit. Ça, voilà, ça vient comme ça. Et ce sont des expériences très fortes pour le patient. Alan Botkin, donc, est un de mes collègues américains, a inventé ce terme de SIAM, hein, donc de communication induite après la mort. Et donc, on utilise en hypnose, en MDR. Ça, c'est les choses que nous, on va initier. Mais ce sont vraiment deux outils, deux formes de thérapie, et c'est en tout ce qu'il en existe d'autres, où l'invisible peut venir à n'importe quel moment. Et donc, ça bouleverse aussi le patient parce qu'il ne s'y attend pas du tout. Et donc, je pense que cette ouverture, le fait qu'on en parle plus, tout ce que tu fais, hein, de vulgarisation dans le sens le plus noble du terme, de faire circuler la parole autour de ça, est très important et pour les patients et pour les personnes qui peuvent les aider comme les thérapeutes, et sans pour autant être patients, que les personnes puissent avoir une écoute bon, plus bienveillante dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu disais que ces expériences arrivent même quand on n'y croit pas. Et ça, c'est pour moi aussi, c'est vraiment un facteur vraiment important. C'est que souvent dans notre société, on aborde chaque question en devant presque inconsciemment décider si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si c'est blanc ou si c'est noir. Alors que ces expériences, on ne peut pas forcément décider de ça, mais leur aide thérapeutique n'a pas besoin d'une adhésion ou d'une croyance pour être utile. Tu parlais des expériences induites en EMDR. Moi, j'ai consulté en EMDR avec David Servan-Schreiber, justement, il y a plus de 10 ans. Quand il avait appris que j'avais perdu mon frère dans un accident de voiture et que c'était arrivé devant moi, il m'avait dit, vous seriez un bon sujet pour le MDR. Moi, je pensais, comme tous les hommes normalement constitués, que ça va, je suis costaud, je gère, jusqu'à ce que ma femme me dise, non, tu gères rien du tout, va consulter. Donc, j'ai fait 4 séances de MDR avec David. Et à l'époque, j'avais commencé mon travail sur ces sujets-là, mais j'étais pas du tout convaincu que ça puisse être une réalité. J'étais vraiment dans un grand questionnement à ce moment-là. Et lors de la dernière séance de MDR, en fait, qui consiste à ce que je sois assis devant le psy, enfin David en l'occurrence,
et il me fait revenir dans le moment d'accident. Donc, je remémore l'accident, les yeux fermés, et au moment où je suis sur l'accident, il me demande de suivre son doigt. Il faut que je rouvre les yeux je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui se passe dedans, mais bon, c'est visiblement un moment qui permet d'intégrer un souvenir traumatique et de le dépasser. Là, je me souviens vraiment euh, d'avoir une vision de l'endroit de l'accident, mais une vision beaucoup plus intense que simplement une sorte d'image mentale. Et je me suis vu devant le corps de mon frère et je me suis vu me glisser à l'intérieur de son corps. Et c'est comme si tous les deux, on était dans une espèce de spirale de danse et que tous les deux, on montait. Alors, je me suis jamais posé la question de savoir si j'ai vu mon frère pendant cette expérience-là. Et à la limite, ça importe vraiment peu par rapport aux bénéfices thérapeutiques que cette expérience m'a permis, qui a effectivement fait radicalement baisser euh, un état de colère, un état de les traces du trauma d'avoir assisté à l'accident en fait. Et après coup, effectivement, en découvrant bien des années après le travail d'Alan Bonkins sur les inductions de contact avec un défunt, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ça que j'ai vécu? Je dis ça tout simplement pour se dire, à la limite, d'avoir une certitude n'est pas la chose la plus importante en fait. Bien sûr que moi, en tant que journaliste, et sans doute des parents en deuil ou des gens qui ont perdu un proche ont envie d'avoir la certitude qu'il est encore quelque part. Mais dans cette recherche de certitude, il faut aussi peut-être parfois se laisser surprendre par des expériences comme celles que tu peux proposer ou qui sont proposées par ces séances de MDR, parce qu'il va se passer quelque chose là où l'intelligence du vivant, l'intelligence de ce monde spirituel va nous faire vivre une expérience qui, et ça j'en parle vraiment en connaissance de cause, qui, si on se focalise vraiment sur je veux savoir si c'est vrai ou pas, risque de nous faire passer à côté de quelque chose qui peut être profondément transformateur. Dans ma quête de voir si mon frère était vivant, dans le même registre, en Amazonie, j'ai pendant une nuit d'ayahuasca eu l'impression de voir mon frère, alors que j'avais fait des dizaines et des dizaines de cérémonies, et que chaque cérémonie dure des heures et des heures et des heures, des millions de visions se chevauchent, etc. Et une nuit, je vois mon frère à mes pieds, accroupi, comme s'il m'attendait. Et je suis tellement dans une volonté d'être sûr que mon réflexe conscient intérieur, c'est de me dire non, non, c'est moi, je suis défoncé par l'ayahuasca, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ça n'est que le lendemain, quand ma femme, Natacha, qui était avec moi dans la cérémonie et qui avait aussi pris de l'ayahuasca, m'a dit, bah, je l'ai vu, et elle m'a décrit Thomas exactement au même endroit où je l'avais vu, que là, je me suis dit, waouh, c'était peut-être réel. Donc, cette espèce de volonté de s'accrocher à vouloir des certitudes, c'est légitime. Et je serai le premier à dire que j'ai beau rôle de dire ça alors que je m'accroche à ce désir mental d'avoir des certitudes, mais ça peut même parfois nous faire ne pas percevoir ce qui se passe de magique. Et parfois, ces expériences extraordinaires se glissent dans cet espace d'incertitude. Il faut l'accepter. Et, et je pense que c'est dans cette acceptation que l'on peut en tirer les, les éléments les plus impactants pour notre cheminement. Oui, enfin là, je te rejoins complètement. Je dirais même que les certitudes bloquent parfois ce type de processus. Hein. Donc, non seulement il empêche d'en profiter, mais parfois il fait que ça ne se passe pas. Parce que tant que tu es accroché à ton conscient, à ton rationnel, à ton cognitif, en fait, tu empêches d'autres phénomènes qui ne dépendent justement pas de la conscience. Donc, tout en étant dans le contrôle conscient, on empêche quelque chose d'autre d'advenir. Si on reprend, les psys vont dire bah, le conscient, l'inconscient, mais donc tout ce niveau d'inconscient, et les psys parlent d'ailleurs de deux niveaux d'inconscient qui seraient beaucoup plus spirituels et qui seraient beaucoup plus universels, mais tu ne peux l'atteindre que justement quand tu lâches ce contrôle conscient habituel. Et donc, bah, si on reste accroché à ces certitudes que ça doit se passer comme ça va se passer comme ça. Et c'est vrai, par exemple, pour les communications induites après la mort, si les gens ont une idée très précise de comment le défunt va apparaître, par exemple, quand les gens ont des convictions religieuses très, très ancrées, donc il est auprès de Dieu, par exemple, et que ça se passe pas comme ça, bah, c'est pas perçu
comme quelque chose de réel, ou même ça n'arrive, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on ne peut pas arriver à des états de conscience modifiés si on reste complètement dans sa certitude de comment ça doit se passer. On est dans le contrôle conscient. Le contrôle conscient empêche d'autres dimensions. Et pour en revenir à l'espace proposé par les psys, notamment dans les expériences chamaniques, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu à expérimenter et plusieurs en parlent dans le livre. Il y a Martin Jerko, il y a Stan Grof aussi, il y en a d'autres. Dans cet espace de sécurité qui est créé par une consultation ou un accompagnement psy, il y a quelque chose qui, moi, pour le trait mental que je suis, m'a permis de lâcher des choses, de lâcher des attentes, de lâcher des envies, des besoins de certitude, et de me laisser aller dans un monde plus incertain de ma subjectivité, de mes émotions. Et c'est là, je dirais presque que j'ai vécu les expériences les plus étonnantes, les plus troublantes. J'ai fait une séance de respiration holotropique avec Martin Jerko il y a presque 18 ans maintenant, qui a été extrêmement intrigante. C'est un état d'état modifié de conscience qui ressemble en plus soft à celui induit par le LSD, mais qui permet quand même un déploiement d'un espace de vision. Et ça m'avait profondément surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, comme tu le dis. J'avais pas forcément d'attente particulière. Et justement, dans cette absence d'attente particulière, il y a tout d'un coup l'inattendu qui arrive. Et dans ma vie de journaliste mental, toujours très dans l'attente, toujours dans la volonté de contrôle et d'observer ce qui se passe, les fois les plus impressionnantes que j'ai eu à vivre se sont produites dans des moments où j'avais abandonné en fait. Je me dis, bon allez, ça sert à rien, je contrôle rien, et quand je contrôle, ça bloque, simplement en respirant. Et je trouve, et plusieurs des psys dans le livre en parlent bien, je trouve que cet espace d'accompagnant, au-delà de l'entretien verbal et de l'accompagnement verbal, le travail psychocorporel qui peut être proposé par certains psys dans ce livre notamment, enfin la façon dont ils en parlent dans ce livre, permet justement une ouverture à nos dimensions allez, spirituel, n'ayons pas peur du mot, hein, c'est notre réalité, c'est notre réalité, j'en suis convaincu maintenant. Un jour, un patient, donc dans ces expériences extraordinaires que nous avons vécues, lui et moi en hypnose, voilà, on a eu une explication, on disait, mais voilà, chaque personne est individuelle, un individu à part entière, comme un arbre est un individu à part entière. Mais tous les arbres sont sur la même terre et cette terre communique. Et donc, on est tous reliés à quelque chose, hein, et tous reliés les uns aux autres, même si on a une vie aussi sur terre aujourd'hui qui est individuelle et qu'on ne doit pas nier. On est ancré dans cette réalité-ci, mais nos racines, elles sont dans la terre et en fait, même si tu retires un arbre, il est impossible de retirer toute la terre des racines ou quasiment. C'est-à-dire qu'on reste toujours accroché à quelque chose de ce qui nous relie tous. Et je trouvais que c'était une très belle image, c'était une voix qui nous expliquait des tas de choses pendant les séances, une sorte d'enseignement que nous avons reçu pendant plusieurs années. D'un patient qui n'était pas du tout ouvert à ça. À l'époque, je ne l'étais pas vraiment non plus. Donc, enfin, je n'ai même voulu le renvoyer ailleurs et la voix nous a dit qu'on n'avait pas le droit, qu'on n'avait pas été choisi par hasard, ni lui ni moi. Et donc, je trouvais ça une très très belle image qui explique à la fois l'interrelation des individus, peut-être à d'autres choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, puisque c'est dans nos racines, on ne les voit pas. C'est bon, dans l'image, dans cette métaphore, c'est sous la terre. Bon, souvent, on prend ça dans l'au-delà et plutôt vers le dessus, mais peu importe. C'est-à-dire qu'il y a des choses on voit les autres individus, on ne voit pas qu'on est relié par nos racines dans la terre et on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a rien qui se passe en dessous. C'est une belle image, ça. C'est une belle image, mais tu n'es pas la seule à dire que des patients t'ont surpris et t'ont même emmené dans des espaces absolument inattendus. Il y a plusieurs psys. Il y a Jean Sandretto, qui est psychiatre et psychothérapeute aussi, qui raconte une histoire merveilleuse, comme ça, enfin merveilleuse, où un patient vient le voir un jour et quand Jean lui demande « Vous êtes là pourquoi ?» et le patient lui répond « Je suis là pour vous tuer. » Sous-entendu, je vais pas bien, j'ai décidé que j'allais tuer la première personne que je croiserais, puis après je vais me rendre chez les flics. Et Jean, sans se démonter, enfin il n'en menait pas large du tout, lui dit
bah, avant, vous voulez pas qu'on discute un petit peu? Et c'est parti pour 20 ans. Et pendant 20 ans, ils vont faire un travail assez extraordinaire. Et à la fin de ces 20 ans, le monsieur vient voir Jean et lui dit, écoutez, maintenant, je crois que c'est terminé, ma thérapie est finie avec vous. Voilà. Et je voudrais vous offrir un livre. Et il lui offre le livre Guérir de David Servan-Schreiber, qui va ouvrir Jean à l'EMDR et au travail que David avait fait connaître en France. Et ça va radicalement aussi changer sa vie. Donc, voilà Bon, là, on est dans l'extraordinaire un peu bizarre, mais je pense que John Mack appelait les expérienceurs ses enseignants et il leur avait dédié son deuxième livre parce que je pense que c'est vraiment dans l'écoute de ces patients ou de ces gens qui vivent ces expériences qu'on apprend vraiment à quoi pourrait ressembler ce monde spirituel. Je me souviens d'une anecdote qui m'avait beaucoup frappé, où Elisabeth Kubler-Ross enseignait à des étudiants en médecine ce qu'elle avait appris en accompagnement de fin de vie. Elle donnait des cours, elle était assez épuisée parce qu'elle était dans une surcharge de travail. Et puis un jour, elle est malade et elle se sent vraiment pas de donner son cours. Et elle se dit, bah tiens, je vais peut-être envoyer plutôt une de ses patientes, une jeune fille qui était en fin de vie. Je vais lui demander si elle veut pas parler aux étudiants. Et la patiente a accepté et la jeune fille a parlé de ce qu'elle traversait en fin de vie devant ses étudiants, qui ont été 200 étudiants complètement bouche bée. Il n'y avait pas une mouche qui volait dans la salle, alors que c'était le cas quand Elisabeth Kubler-Ross faisait un cours plus théorique. Donc je pense que les expérienceurs, ils sont les témoins de cette autre réalité. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont la vérité, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est à prendre pour argent comptant, mais dans l'écoute, sans a priori, dans leur fréquentation, Kenneth Ring aussi, qui est un des pionniers, un psychologue, un des pionniers de la recherche sur les expériences de mort imminente, qui n'est pas dans le livre, lui aussi a été profondément transformé par son écoute des expérienceurs. Mais si celles et ceux qui nous écoutent, si parmi vous, il y a des psys ou des gens qui vont être amenés à être confrontés à ce type de témoignage, ça change tout de lire 10 livres sur les expériences de mort imminente et d'écouter un témoin pendant 1 heure. Ça change tout. Il y a quelque chose. Moi, en tant que journaliste, j'ai aussi une capacité d'écoute, mais aussi un degré d'exigence. J'ai comment dirais-je, je peux être agacé si j'entends quelqu'un me décrire ses croyances et ne pas tenir compte que je puisse ne pas être forcément d'accord avec lui. Ça n'a rien à voir avec un expérienceur qui va rester dans l'authenticité de son expérience. Et là, les questions, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est dans sa tête, c'est pas dans sa tête, elles sont balayées par l'intensité et le vécu qui se dégage de ce témoignage. Donc, écoutez ces expérienceurs, écouter et accueillir l'extraordinaire, c'est pas seulement faire votre boulot, c'est beaucoup plus que ça, c'est accepter de se transformer parce que notre monde, il commence à en avoir sérieusement besoin d'intégrer le fait qu'on n'est pas juste des sacs de viande en transit ou des primates un peu évolués. On est peut-être la manifestation d'un projet spirituel ou d'une réalité spirituelle, parce que projet, c'est un peu grandiloquent, et que cette réalité, elle est peut-être impactée aussi par nos agissements et notre aveuglement et notre confusion. Je ne suis pas du tout angélique dans ma perception de ce monde spirituel ou de l'extraordinaire, mais je pense que de considérer la profondeur de ces expériences et la profondeur de ce qu'elles peuvent nous apporter sur une meilleure compréhension de notre réalité peut aider en définitive à vivre et à se comporter mieux les uns avec les autres. Donc c'est aussi peut-être vraiment urgent et utile qu'on accueille l'extraordinaire et qu'on l'écoute. Un grand merci. Et on rappelle ton hashtag J'accueille l'extraordinaire. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour clôturer cet écoute, merci, juste merci de ce partage qui était vraiment passionnant. J'espère que vous serez le maximum à mettre ce hashtag J'accueille l'extraordinaire. Il y a rien à gagner pour quiconque, pas pour moi ni pour les autres. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de truc à vendre derrière. C'est juste
comme tu l'as dit tout à l'heure à propos des LGBT, le simple signalement de son ouverture d'esprit. Et vraiment, je côtoie depuis 20 ans beaucoup de gens qui sont en souffrance de ne simplement pas pouvoir exprimer ce qu'ils ont traversé. Et ce serait tellement simple parce que je côtoie aussi beaucoup de psys qui sont vraiment intéressés, qui sont curieux, qui sont ouverts, qui ont envie qu'on en parle plus. Donc, rencontrez-vous simplement en mettant ce hashtag J'accueille l'extraordinaire. Ça peut aider énormément, je pense. C'est moi qui te remercie, hein. C'est vraiment toi qui me fais un grand plaisir là d'avoir accepté cet entretien. C'était vraiment très, très chouette de ta part. Eh ben, tip top. Tip Un top. tout grand merci.